Alors on va maintenant explorer, on va continuer autour de cette nécessité de justice climatique avec 4 intervenants qui chacun à leur manière va croiser ces enjeux à des échelles différentes. L'échelle philosophique, territoriale, sanitaire, politique. Je vous propose d'accueillir Pierre-André. Pierre-André est philosophe, spécialiste sur la justice climatique. Pierre-André nous vient du fond, c'est bien parce que j'ai plein de choses à dire. Vous menez une thèse de doctorat en philosophie sur la justice climatique. Vous êtes le co-auteur d'un Que sais-je sur la justice climatique avec Vincent Gossery. Et votre axe central de recherche, comment intégrer les inégalités dans la conception des politiques climatiques. Merci Pierre-André. Vous vous asseyez où vous voulez. Dan Lert, bonsoir Dan Lert, vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. On peut vous applaudir aussi. Kevin Jean, vous êtes épidémiologiste et professeur junior en santé et changements globaux à l'ENS PSL Paris. Et je vous invite à rejoindre cette scène sous les applaudissements également. Et puis Annabelle Ferry. Annabelle Ferry, vous êtes directrice de la direction territoire et ville du CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA dont on a parlé aujourd'hui. Alors, merci d'avance de jouer au petit jeu que je m'en vais vous soumettre. Je vais vous distribuer un micro. Et le petit jeu, vous l'avez compris, dans ce colloque, j'aime bien rentrer dans la conversation sur des sujets quand même particulièrement complexes, avec une petite question en apparence anodine, en tout cas très très courte pour moi à poser, mais beaucoup plus compliquée à vous pour y répondre dans un délai très court. La question est la suivante, le mot, ce serait quoi le mot que vous aimeriez entendre plus souvent dans une réunion sur le climat? Donc soit une réunion, enfin peu importe, une réunion sur le climat. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est une grande réunion autour du climat. C'est quoi le mot que vous aimeriez voir le plus mis en avant? Par qui on commence? On commence par vous, Pierre-André? Allez. Alors je dirais équité. Bon, on pourra essayer de découvrir un peu plus ce que ça veut dire par la suite. Mais les politiques climatiques, elles doivent être équitables. D'abord parce que la justice, c'est une fin en soi. Et puis ensuite, ça a été, je pense, très bien souligné par François Gemène. C'est aussi une question d'efficacité. C'est des politiques qui doivent être mises en œuvre pendant plusieurs décennies. Et si elles sont sans cesse contestées, au risque d'être abandonnées, elles ne pourront pas être efficaces. Merci Pierre-André. Dan Lert? Alors moi, je citerais peut-être un mot qu'on entend de plus en plus dans les réunions publiques à Paris, c'est le mot santé. Parce que l'impact du changement climatique, il est de plus en plus prononcé. Et ce que nous ont demandé, par exemple, les habitants, les Parisiens, lorsqu'on a fait la grande concertation sur les enjeux du nouveau plan climat de la ville, c'est une demande de protection face aux conséquences du changement climatique et notamment face aux canicules. Hein, on a une étude, d'ailleurs, les scientifiques du GIEC qui accompagnent la ville nous en ont parlé. Il pourra faire dans les prochaines années, d'ici 2050, 50 degrés sur le territoire parisien. Et ça, c'est une question qui interpelle très, très largement. Et je pense que c'est aussi un vecteur de mobilisation de la population, notamment parisienne. Sur ces enjeux de santé, il y a une demande de protection et les villes peuvent faire beaucoup pour réduire les inégalités de santé, réduire les inégalités tout court et protéger les Parisiens les plus vulnérables. Merci Dan Lert. Kevin Jean, ça aurait pu être votre mot, mais il va falloir en choisir un autre. Eh ben, je vais le reprendre et j'irai peut-être un peu plus loin en y joignant la question du bien-être, pas seulement la santé, mais même le bien-être, pour souligner non pas simplement, mais c'est déjà très important, tout ce qu'on a à perdre en termes de santé et de bien-être si on n'agit pas face au réchauffement climatique, mais aussi tout ce qu'on a à perdre dans le futur, enfin même aujourd'hui et maintenant, mais ce qui est tout aussi important et qu'on ne met pas suffisamment en avant, je pense, c'est tout ce qu'on a à gagner en termes de santé et de bien-être en menant des politiques climatiques et tout ce qu'on a à gagner ici et maintenant. La fameuse question des co-bénéfices pour la santé, pour la biodiversité, les co-bénéfices en termes d'inégalité sociale, on va en parler, de l'action climatique. Merci Kevin Jean. Annabelle Ferry, le mot. Alors le mot, c'est exactement comme vous avez dit, c'est une transition juste et équitable. En fait, c'est ce qu'on entend tellement peu aujourd'hui dans les débats justement sur l'adaptation au changement climatique. Et comme l'expliquait très bien François Gemène, c'est la clé. C'est la clé justement de la réussite de l'adaptation. C'est la clé justement de pouvoir avoir des territoires résilients et d'avoir aussi une cohésion sociale, ce qui est vraiment l'objectif de ces politiques publiques. Et souvent, très souvent oublié. C'est pour ça que je suis très heureuse que vous ayez lancé ce thème de débat qui est crucial et qui doit maintenant vraiment apparaître comme prioritaire.
Merci Annabelle Ferry. Je vous encourage, vous en ligne aussi, à mettre sur le chat le mot que vous aimeriez voir beaucoup plus souvent abordé dans les réunions autour du climat. Petite réunion ou grand colloque, hein. Le mot. Pierre-André. Pierre-André, alors, je le rappelle, vous êtes le co-auteur d'un Que sais-je sur la justice climatique, donc avec Vincent Gossery. Axel Gossery. Pardon. Du coup, c'est assez évident de démarrer avec vous pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Comment peut-on, selon vous, aujourd'hui, définir ce qu'est une politique climatique juste ? Donc, en effet, bien souvent, on entend parler de justice climatique avant tout dans le cadre des procès climatiques. De plus en plus, les activistes climat utilisent la voie judiciaire, mais il est important, je crois, de bien garder à l'esprit que c'est bien plus qu'une notion juridique. En gros, la justice climatique, c'est la question de la justice sociale appliquée au changement climatique, plus particulièrement aux politiques climatiques. C'est aussi un terme qu'on retrouve souvent, disons, dans les mouvements sociaux. Dans le cadre des marches climat, par exemple, c'est un slogan omniprésent, la justice climatique. Mais bien souvent, on est en peine de le définir. C'est quelque chose qui reste assez vague. Et en fait, pour aller un peu plus en profondeur, il me semble qu'une interrogation philosophique est indispensable. Mais dès qu'on entreprend cette démarche, en fait, on est vite confronté à une pluralité de conceptions de la justice qui peuvent rentrer en conflit, être soit concurrentes, soit complémentaires. On le voit par exemple dans le cadre des négociations climatiques internationales, où tel pays va mettre, alors parfois c'est simplement une posture rhétorique, mais sous le terme de justice climatique, quelque chose de bien différent que les autres. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais d'un côté, certains vont défendre le principe du pollueur-payeur, tandis que d'autres défendront peut-être un principe de solidarité. Quoi qu'il en soit, quel que soit le principe qu'on adopte, je crois qu'en termes de cadrage, ce qui est essentiel de garder à l'esprit, c'est que la justice climatique, elle déborde très largement la justice sociale, le cadre de la justice sociale tel qu'elle a été traditionnellement conçue. D'abord parce que c'est une justice à l'échelle mondiale, même si on parle aujourd'hui des villes. Évidemment, les inégalités climatiques, elles sont extrêmes à l'échelle internationale, que ce soit en termes de vulnérabilité, d'émissions de gaz à effet de serre ou de pauvreté, de richesse. C'est aussi une communauté de justice qui est intergénérationnelle, parce qu'il y a une asymétrie très forte dans la manière dont les bénéfices des émissions de gaz à effet de serre et les coûts du changement climatique sont distribués. En gros, les générations présentes et passées bénéficient beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, mais ce seront avant tout les générations futures qui en supporteront les coûts. Et enfin, pour certains, c'est même une communauté de justice qui devrait déborder les frontières de l'espèce humaine, inclure les animaux non humains, les plantes, les écosystèmes, etc. Je pose une autre question dans notre monde qui est de plus en plus mondialisé. Je ne veux pas ouvrir trop de débats là-dessus, mais est-ce que la responsabilité individuelle a encore un sens ? Alors, la responsabilité individuelle, c'est vraiment un objet de débat quand on parle de justice climatique, et ça polarise fortement les positions, bien souvent, et on a tendance à opposer la responsabilité des individus d'une part à la responsabilité des grands acteurs d'autre part, tels que les États, les grandes entreprises ou même les villes, on pourrait dire. Il y a deux arguments en particulier qui sont généralement mis en avant, disons, pour rejeter la responsabilité individuelle vers les grands acteurs. Premièrement, les efforts individuels seraient inefficaces. C'est l'idée de goutte d'eau dans l'océan. Ça ne sert pas à grand-chose que je réduise mes propres émissions de gaz à effet de serre, vu l'échelle du problème. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre argument qui est de dire la responsabilisation individuelle, elle est inéquitable. Elle imposerait des sacrifices sur les individus qu'ils ne seraient pas capables de supporter. Alors je crois que ça soulève trois remarques qui sont intéressantes à faire sur cette question de la responsabilité individuelle. D'un côté, il est vrai que miser uniquement sur des efforts individuels non coordonnés est voué à l'échec. On a affaire à un problème d'action collective, probablement le plus grand qu'on ait jamais connu, qui ne peut pas être résolu en l'absence de politique publique. Par exemple, la tarification du carbone, mais aussi d'autres types de politiques. Ça veut dire qu'en tant qu'individu, on ne peut pas simplement se dire « Ah, moi j'ai fait ma part, je roule à vélo, j'ai des panneaux solaires et je suis vegan, et donc je peux me désintéresser, me laver les mains de ce qui se passe dans le reste du monde, de ce qui se passe, de ce que font les autres.
ben non, notre responsabilité, elle est avant tout politique. Deuxième chose, même si on pense que ce sont les États, les grandes entreprises, les villes qui doivent supporter les efforts de la transition, ben, il est inévitable en fait que les coûts de la transition ensuite retombent sur les individus, hein. Que ce soit en termes de changement de comportement ou simplement en tant que contribuable, parce que cette transition, elle est coûteuse par certains aspects. Donc la question, et c'est le troisième point, me semble pas tellement être de savoir si les individus ont une responsabilité individuelle, ont une responsabilité morale vis-à-vis du changement climatique, mais plutôt de savoir comment partager équitablement cette responsabilité, les coûts de la transition, que ce soit en termes de changement de comportement ou en termes de coûts vraiment financiers, de manière équitable. Et de ce point de vue, il semble que, évidemment, les plus riches, ceux qui ont le plus d'influence, qu'elle soit politique, sociale, etc., doivent supporter une responsabilité plus forte que les autres. Merci Pierre-André. J'aurais envie tout à l'heure, dans un second temps, de revenir sur cette partie sur la responsabilité, autour notamment d'un principe qu'on a un peu galvaudé, mais le principe de pollueur-payeur, qu'on comprend peut-être assez mal. Et vous allez sans doute nous aider à mieux le cerner, ce principe. Donc merci beaucoup pour cette mise en perspective. La vulnérabilité, on le voit, elle n'est pas qu'individuelle, elle est aussi territoriale. Et c'est ce que le CEREMA explore au quotidien, le territoire. Vous accompagnez, Annabelle Ferry, vous accompagnez les collectivités dans leur stratégie d'adaptation. Comment ces inégalités sociales, ces inégalités territoriales s'intègrent dans les diagnostics, dans vos plans d'action, en gros, au plus près des territoires? Oui, tout à fait. Il faut bien souligner, d'ailleurs François Gémen en parlait, mais à la fois les inégalités territoriales, les inégalités sociales. Les inégalités sociales sont là, on les connaît. Elles sont liées évidemment à l'âge, à la précarité, aux revenus, à aussi des besoins très spécifiques. Donc toute une série d'inégalités sociales qui sont aujourd'hui traitées par un certain pan de politique publique, mais comme le disait aussi François Gémen, qui ne sont pas aujourd'hui en lien avec les politiques d'adaptation. Elles sont en lien avec certaines politiques d'aménagement du territoire, évidemment, mais pas avec les politiques d'adaptation. Et aujourd'hui, l'angle qu'on a pris sur les politiques d'adaptation, c'est déjà de regarder les vulnérabilités effectivement territoriales, alors à l'échelle micro, à l'échelle macro, et c'est là qu'on voit déjà qu'on a des inégalités évidemment territoriales nouvelles vis-à-vis du risque. Et donc le CEREMA travaille beaucoup justement sur la cartographie, sur la compréhension, sur l'analyse de différents risques, que ce soit les inondations, que ce soit le recul du trait de côte, les mouvements de terrain, les risques géotechniques, les îlots de chaleur, la qualité de l'air, etc., etc. Et bien sûr avec tout un panel de partenaires, dont un certain nombre dans la salle. Aujourd'hui, ce croisement est indispensable, justement, puisque il est évident que les inégalités sociales vont être renforcées ou vont être nouvelles, en fait, vont toucher d'autres populations qui ne sont pas aujourd'hui touchées par ces inégalités, avec l'adaptation au changement climatique. La démonstration en a été faite tout à l'heure, je n'en reviendrai pas là-dessus. Donc c'est nouveau, en fait, de prendre en compte justement cette dimension sociale, et CEREMA, justement, là, vient de mettre à jour son nouveau projet stratégique d'établissement pour les années à venir, et donc on a développé parmi 3 nouveaux axes, un axe sur la prise en compte et l'intégration des populations précaires et fragiles dans nos travaux, dans nos expertises. Nos expertises, elles sont assez larges. Elles sont toujours sur le thème de l'adaptation, mais elles vont de l'aménagement du territoire, aux bâtiments, aux mobilités, aux infrastructures, à la gestion de l'eau, à l'environnement, à l'énergie, etc. La force aujourd'hui, finalement, aussi de l'établissement qu'est le CEREMA, c'est de croiser ces expertises et de pouvoir justement faire ces croisements avec ces publics les plus fragiles. Je donne un exemple sur les îlots de chaleur, justement, on en parlait beaucoup dans la journée. Sur les îlots de chaleur, aujourd'hui, voilà, on va croiser, bien sûr, notre cartographie qu'on a fait sur une centaine d'agglomérations des îlots de chaleur. On va la croiser avec les DPE les plus, on va dire, type four, entre guillemets, sur les logements. On va les croiser aussi
avec des données sociales justement sur la précarité, et c'est là qu'on va voir à quel endroit il faut cibler en priorité. Et donc c'est ce genre de croisement qu'il va falloir qu'on fasse de plus en plus, ces analyses de vulnérabilité, ces diagnostics multicritères, pour aider justement les collectivités qui sont en première ligne à pouvoir croiser ces éléments. On l'a fait encore récemment à la demande de l'IGEDD sur la menace de recul du trait de côte et l'impact sur les biens immobiliers, dans la réflexion qui est en cours aussi avec les assureurs, puisque ça va aussi recréer d'autres sujets pour les revenus les plus modestes. Et donc là, on est capable de croiser justement les données de revenus avec les données sociales sur des résidences principales. Est-ce que c'est des gens qui travaillent, c'est pas des résidences secondaires? Donc tous ces éléments donnent des indices très précieux justement pour mener sur le terrain ces politiques d'adaptation ciblées, mais aussi au niveau national. C'est bien sûr ces deux échelles. On en revient à un thème qui m'est cher, c'est la pédagogie, ou en tout cas l'accessibilité au plus près du territoire et au plus près du citoyen. Jusqu'où le CEREMA va dans son accompagnement? Parce que vous accompagnez les collectivités, mais les collectivités, est-ce que ça leur appartient après de traduire tous ces indicateurs, tous ces chiffres, de les faire redescendre dans leurs réunions publiques, leurs réunions de quartier? Parce qu'on va jusqu'à cette échelle pour changer le monde, en gros, à la réunion de quartier. Oui, on est sur des sujets, des expertises qui sont relativement nouvelles pour les collectivités. Donc déjà, une des premières choses que fait le CEREMA, c'est apporter des outils, de la connaissance, des méthodes auprès des acteurs en fait, qui vont être à la manette. Ça va être bien sûr les collectivités, mais aussi les entreprises, les pouvoirs publics, évidemment. Donc la première chose, nous, c'est aussi de former, de sensibiliser déjà les élus, les techniciens qui vont être ensuite en prise dans la mise en œuvre de leur politique d'adaptation. On va les accompagner pour formuler ces politiques d'adaptation, bien sûr, en lien avec d'autres partenaires. Je pense aussi à l'ADEME, à travers la mission adaptation là, qui a été lancée pour justement orienter les collectivités sur leur politique d'adaptation. Mais aussi, le CEREMA a développé des expertises et des méthodes en matière de participation, ce qui est extrêmement important, justement, dans des politiques de changement, de transition, c'est l'acceptabilité sociale de ces politiques, et c'est de comprendre où est-ce qu'on emmène aussi les gens et de recueillir en même temps, bien sûr, c'est très précieux, toutes les informations de terrain, toute cette connaissance aussi de terrain qui va permettre d'adapter justement des politiques publiques, on va dire, plus justes, plus équitables. La clé, elle est là. Donc, par exemple, oui, sur les îlots de chaleur, on mène aussi des diagnostics sensibles où on accompagne les élus avec leur population pour pouvoir justement aller sur le terrain, définir les plantations, justement des plantations qui tiennent et qui soient adaptées dans 50 ans par rapport aux effets recherchés. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. On le fait aussi dans nos programmes de sobriété énergétique auprès des collèges, des lycées qu'on fait avec l'IFPEB. Là, on a déjà touché plus de 400 000 élèves justement sur les gestes de sobriété énergétique, sur la compréhension des mécanismes d'adaptation au changement climatique. Donc c'est extrêmement important d'embarquer toutes les populations, mais également aussi dans des territoires peu denses, quand on travaille sur les mobilités décarbonées. En fait, l'idée, c'est d'amener des solutions de transport là où il n'y en a pas, en réalité, du transport à la demande, mais décarboné, pour déjà proposer des alternatives à la voiture individuelle et à ceux qui sont en situation de précarité énergétique. Je donne plein d'exemples, mais en fait, la clé aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est travailler sur l'acceptabilité sociale. Il faut embarquer tout le monde. On a vu justement sur les taxes poids lourds, taxes carbone, les gilets jaunes, à quel point ça peut stopper des politiques publiques, même si elles sont vaines. Et puis le faire au plus près du terrain, quoi. Et c'est comme ça qu'on pourra traiter justement ces questions, je pense, d'équité et de justice climatique en réalité. Et c'est en accompagnant les élus, effectivement, qui ont tellement de sujets, et ce sujet étant tellement complexe, qui nécessite une approche holistique, on l'a bien vu, qu'il faut des accompagnements, il faut des ressources. Kevin Jean, on le voit que le changement climatique ne crée pas seulement des inégalités territoriales, mais il aggrave des inégalités sociales de santé préexistantes. C'est ce que montre en tout cas votre travail notamment. Et vous montrez que les politiques climatiques peuvent aussi être des politiques de santé publique. En quoi ça change notre manière de voir les inégalités, de penser les inégalités? Tout à fait. Alors, quelques éléments de contexte de santé publique, grands principes de santé publique de manière générale. À l'heure actuelle, en France,
l'état de santé de la population est déterminé très largement par des causes environnementales au sens large, hein, par la pollution des milieux, l'air, l'eau, par ce qu'on mange, par l'activité qu'on fait ou pas, l'activité physique qu'on fait ou pas. En Ile-de-France, par exemple, 10% des décès sont liés à la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est entre 5 à 20% des causes de maladies chroniques comme l'asthme, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète également. Et donc, ces maladies chroniques qui ont une cause environnementale, enfin parmi leurs causes dont la cause environnementale est très forte, sont vraiment ce qui impacte, ce qui pèse lourd dans la santé des Françaises et des Français. Le deuxième point, c'est que sur les expositions environnementales, on a des très fortes inégalités sociales. Aujourd'hui, en France, si vous habitez dans un quartier défavorisé, vous avez 10 fois plus de chances d'être également surexposé conjointement à la pollution atmosphérique, à la chaleur, au manque d'espace vert. Donc vous avez 10 fois plus de chances d'être dans ce qu'on appelle un hotspot environnemental qui combine toutes ces expositions. Un paradoxe qu'on a en santé publique, c'est que malheureusement, quand on essaye de faire des interventions, de faire des politiques de santé publique pour améliorer la santé de la population, même si on y arrive, très souvent, on va accentuer des inégalités de santé. Si vous promouvez la santé par des slogans « manger, bouger », si vous faites des campagnes de dépistage très larges, le risque, c'est que les populations les plus favorisées soient celles qui s'en emparent le plus facilement. Et donc même si globalement on améliore au global la santé, généralement on va creuser des inégalités de santé. Et il y a un domaine où c'est moins vrai, où c'est beaucoup moins le cas, c'est ce qu'on appelle la prévention environnementale. Agir sur les déterminants environnementaux de la santé. Plutôt que de dire manger, bouger, si on va proposer une offre de restauration collective, par exemple, beaucoup plus saine, si on va améliorer l'espace urbain pour qu'il soit plus favorable à l'activité physique, notamment pour les transports, hein, comme la marche, le vélo, et bien là, on se rend compte qu'on a un levier très fort, non seulement pour améliorer de manière efficace la santé des populations, pour ne pas creuser les inégalités sociales de santé. Ce sont des politiques qui sont le moins prônes à les creuser et parfois même qui les corrigent. Une politique comme les zones à faible émission en Ile-de-France, on a l'Observatoire régional de santé, on a fait l'évaluation, c'est une politique qui réduit les inégalités sociales de santé, donc qui bénéficie plus aux personnes les plus défavorisées. Et troisièmement, ce qu'on voit, et les éléments qu'on a sur ces politiques, cette prévention environnementale, c'est qu'en général, c'est la plus efficiente également. C'est celle qui permet le plus de gains de santé ramenés aux euros dépensés. Donc on a vraiment tout un pilier argumentaire en faveur d'agir sur l'environnement plutôt que cibler des individus ou des comportements individuels. On a tout un rationnel pour le faire. Alors, quel est le lien maintenant avec des questions climatiques? C'est que très souvent, en menant des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des politiques d'atténuation, eh bien, ce sont des politiques qui permettent également d'améliorer l'environnement, de le rendre plus sain. Quand on arrête de brûler des énergies fossiles, tout simplement, on arrête d'émettre également des polluants atmosphériques. Quand on favorise des transports moins polluants, et notamment des transports actifs ou même les transports en commun, on génère de l'activité physique, également pour les transports en commun, parce qu'on marche toujours pour aller à son arrêt de bus ou à son arrêt de train. Et donc, on a comme ça une convergence très forte entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique, et un levier très fort également pour corriger des inégalités sociales de santé. Mais là, en disant tout ça, finalement, vous prenez pour un décloisonnement total entre climat, environnement et santé. Et est-ce que toutes les organisations qui sont autour sont prêtes à dialoguer et à travailler ensemble? Vous qui avez un regard un petit peu macro sur tout ça. Alors, ça va dépendre des échelles, ça commence à décloisonner. Les collectivités territoriales sont les premières à le faire, hein, justement en essayant conjointement de traiter des questions d'environnement urbain, de santé, de climat. À l'échelle nationale, ça reste encore malheureusement assez cloisonné, et notamment avec des questions de santé publique ou d'environnement qui globalement perdent très souvent les arbitrages dans les derniers mois, dans la période récente. Pour autant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ne pas se lasser de mettre en avant, encore une fois, cette convergence entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique, pour deux choses. D'une part, parce que les chiffres le montrent, hein. On a, avec des politiques climatiques, des résultats de santé publique de l'ampleur de ce qu'on attend de politiques de santé publique ambitieuses. On vient de terminer une étude qui a recensé tous les chiffrages de ce qu'on peut attendre de politiques de neutralité carbone en termes d'amélioration de la pollution de l'air, des régimes alimentaires, de l'activité physique. Au global, à l'échelle mondiale, on trouve que ces politiques, elles permettent, quand vous conduisez sur l'échelle d'un territoire une politique de neutralité carbone, vous pouvez réduire le nombre de décès de l'ordre de plusieurs points de pourcentage
en moyenne 1,5%. À titre de comparaison, à l'échelle du monde, l'alcool, c'est responsable de 3% des décès. Donc quand on arrive avec des politiques climatiques qui n'ont pas pour but d'améliorer la santé publique, quand on arrive quand même avec ces politiques climatiques de réduire de plus de 1% la fraction de décès, c'est ce qu'on attend encore une fois de politiques de santé publique très ambitieuses. Et il y a un point qui est important là-dessus, c'est que le cadrage par la question de santé change quelque part la donne. On a un problème d'échelle quand on parle de l'action climatique et quand on reste un peu fermé sur le cadrage climatique. C'est qu'on a un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts aujourd'hui pour des bénéfices climatiques qui vont se manifester dans le long terme, et il faut faire des efforts à l'échelle locale pour des bénéfices qui sont partagés, qui sont distribués très globalement, ce qui est favorable à la stratégie du passage des clandestins, on l'a dit. Mais quand on regarde ces mêmes politiques climatiques sous l'angle de la santé, là, on a vraiment quelque chose qui a la propension, enfin la capacité à réconcilier les échelles, parce que des politiques climatiques vont certes apporter des bénéfices climatiques sur le long terme, mais également des bénéfices de santé publique sur le très court terme. Quand vous améliorez la qualité de l'air, l'amélioration en termes de passage aux urgences dans les hôpitaux, elle se fait du jour au lendemain. Enfin, on voit ça dans les chiffres d'hospitalisation du jour au lendemain. C'est la même chose pour l'activité physique. Pour la nutrition, on a des délais un peu plus longs, on va dire, entre le moment où vous améliorez le régime alimentaire d'une population et le moment où ça se sent dans son état de santé. Mais on est sur des échelles de temps bien plus courtes que l'action climatique, enfin que le temps nécessaire pour la manifestation des bénéfices climatiques. Et l'autre point, c'est que ce sont des bénéfices qui profitent aux populations qui consentent aux efforts. Si demain, Paris ou un territoire devient neutre en carbone d'un coup de baguette magique ou par des politiques publiques très fortes et ambitieuses, malheureusement, il n'y aura pas moins de réchauffement climatique sur ce territoire si le reste du monde n'agit pas. En revanche, on aura bien la manifestation des bénéfices climatiques, quoi que fassent les autres pays. Merci Kevin. Danner, vous portez le plan climat ici à Paris. Et c'est un plan climat qui est assez singulier, assez original, puisqu'il intègre cette question de santé, cette question, notamment on parlait tout à l'heure de la qualité de l'air, et on va en reparler avec vous. Comment vous traduisez cette double ambition climat et injustice climatique avec des actions concrètes sur le terrain ? Alors effectivement, le nouveau plan climat de la ville qui a été adopté en fin d'année dernière place au cœur de notre stratégie de lutte contre le changement climatique la question de la réduction des inégalités, la question de la justice sociale qu'on a tous évoquée. Parce que ce que disait François Gémen, nous le vivons concrètement ici à Paris. On n'est pas égaux face aux conséquences du changement climatique. On n'a pas les mêmes possibilités d'adaptation quand on vit dans un logement qui est exigu, mal isolé, un four pendant les périodes caniculaires, quand on vit près des axes très circulés comme le périphérique, moins accès aux espaces verts, moins accès aux soins. On n'est pas égaux dans nos possibilités d'adaptation. Donc très concrètement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe dans le nouveau plan climat de la ville de Paris ? On a souhaité prioriser nos actions vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je vais prendre quelques exemples concrets, peut-être des mesures un peu très fortes qui ont été prises dans ce nouveau plan climat. On a adopté le principe d'un plan grand chaud sur le modèle du plan grand froid qui est déployé à l'initiative des services de l'État pendant les périodes de grand froid. Un plan grand chaud pour mettre à l'abri pendant les périodes caniculaires qui vont être de plus en plus fortes, y compris ici à Paris, les personnes qui vivent à la rue. Voilà, donc ça c'est une première déclinaison peut-être de l'ambition sociale du nouveau plan climat de la ville de Paris. Pareil sur la lutte contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, on a 250 000 logements sociaux à Paris. On va rénover massivement ces logements sociaux pour lutter contre la précarité énergétique et faire face à ces épisodes caniculaires. Ce sont des aides très concrètes. On va prioriser la pose des volets à Paris sur le parc social de la ville de Paris, dans les quartiers où l'effet d'îlot de chaleur urbain est très important, parce que ces immeubles ont été construits dans une autre époque, avec un autre régime climatique. Pareil pour aider les propriétaires occupants modestes à Paris, qui n'ont pas la possibilité de participer à l'isolation de leur logement. Et encore plus pour les propriétaires occupants modestes qui vivent sous les toits parisiens et qui vivent en première ligne finalement des 50 degrés dont on parlait tout à l'heure. Donc on va faire
en sorte, dans le nouveau plan climat de la ville, qu'il y ait un zéro reste à charge pour les propriétaires occupants, pour qu'ils puissent aussi isoler leur logement. Et je pourrais prendre beaucoup d'exemples comme ça. On a fixé, par exemple, comme priorité au déploiement du réseau de froid de la ville de Paris, le réseau exploité par Fraîcheur de Paris, le raccordement des établissements de santé. Nous voulons le raccordement en priorité des établissements de santé sur le territoire parisien pour protéger les personnes les patients qui sont accueillis dans ces hôpitaux et pour faire face aux épisodes caniculaires. Parce que l'inverse, ce serait que tous ces établissements de santé s'équipent en climatisation autonome et participent à l'aggravation finalement des épisodes caniculaires. Donc voilà quelques exemples, et je pourrais en prendre d'autres puisque nous rénovons en priorité, et c'est une priorité des numéro 1 du plan climat de la ville de Paris, les écoles et les crèches. Là où on a des publics qui sont extrêmement vulnérables à la question du réchauffement climatique. Nous le faisons en priorité dans les quartiers populaires. Pourquoi dans les quartiers populaires? Parce qu'une école dans un quartier populaire, l'été, elle sert de centre de loisirs. Donc l'été, dans les écoles parisiennes des quartiers populaires, il y a des enfants qui sont là présents tout l'été parce qu'ils ne partent pas en vacances, ils n'ont pas les moyens. Et donc on va protéger de la chaleur tous ces équipements scolaires. Voilà un peu la philosophie avec laquelle on a élaboré ce nouveau plan climat et avec laquelle on déploie en priorité dans les quartiers populaires nos solutions d'adaptation. Est-ce que, et j'imagine que oui, vous rejoignez Kevin Jean sur le fait que la santé, c'est finalement un des leviers hyper importants pour la mobilisation citoyenne? Alors je vais prendre l'exemple un peu brûlant d'ailleurs de la transformation du boulevard périphérique. On a eu un débat extrêmement, à l'initiative de la maire de Paris, un débat extrêmement violent sur la question de la transformation du périphérique. Ce qu'on a injecté dans le débat public pour essayer d'aboutir et d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de la pollution de l'air. Est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui à Paris que les enfants qui vivent à moins de 500 mètres de cette autoroute urbaine, qui est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, plus d'1,2 million de véhicules par jour sur le périphérique parisien, est-ce qu'il est acceptable que ces enfants aient plus 30% de cas d'asthme? Plus 30% de cas d'asthme, quand on sait les conséquences de l'asthme sur ces enfants tout au long de leur vie, en termes d'impact sanitaire. Donc c'est vraiment le type de mesure qu'on a souhaité. Il y a 3 fois plus de risques de mourir d'un pic de pollution quand vous habitez un quartier populaire. Les habitants des quartiers populaires ont 3 fois plus de risques de mourir d'un pic de pollution. Donc ce sont autant de chiffres qui nous permettent finalement de regarder avec un nouvel angle et de sortir du débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre les voitures, etc., etc. Donc toutes les politiques que nous avons mises en place, la limitation de la vitesse à 50 km/h, le développement d'une voie de covoiturage sur le périphérique, nous permettent d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire la réduction du trafic automobile. On peut espérer 5%, 10%. Quand vous êtes à 1,2 million de véhicules, ça fait 50 000 ou 100 000 véhicules en moins. Eh ben, les enfants qui vivent à côté du périphérique, ils en sentent les conséquences, ils en sentent l'impact. Et donc, on va évidemment limiter les émissions de gaz à effet de serre des véhicules thermiques. Donc, il y a beaucoup de co-bénéfices à des politiques de sobriété énergétique, à des politiques d'amélioration de la qualité de l'air, évidemment. Et maintenant, ces données, elles sont très, très bien documentées. On a fait à l'échelle avec Santé publique France, enfin, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Santé publique France à l'échelle un peu francilienne, mais on voit très très bien la part du périphérique dans les données de santé. Le nombre d'AVC en moins, le nombre de troubles cardiovasculaires, on parle même pas de la pollution sonore, c'est-à-dire les troubles du sommeil et tout ce que ça peut entraîner. Donc on est vraiment sur des politiques, enfin avec les données sanitaires, les données de santé publique, on peut vraiment arriver à transformer les choses, y compris à l'échelle parisienne. Merci Dan Laird. On peut commencer d'ici quelques secondes, en tout cas, je pose une question et puis après, préparez-la, votre question. Vous levez la main et vous en ligne aussi, notez bien toutes vos questions. Pierre-André, j'avais dit tout à l'heure que je reviendrai vers vous pour parler de cette notion de pollueur-payeur. Mais finalement, déjà, est-ce qu'on comprend bien ce concept? Et là, vous allez peut-être nous aider à mieux le percevoir. Et en quoi ça peut éclairer un peu le débat sur l'équité? Alors, c'est vrai que dès qu'on cherche à donner un peu de consistance, de chair à cette notion de justice climatique, on fait face à des conceptions concurrentes de l'équité ou de la justice.
sur la question de savoir donc comment distribuer les coûts de la transition. Il y a notamment une tension entre une approche qu'on pourrait qualifier de rectificatrice, fondée par exemple sur le principe pollueur-payeur, et puis une approche plutôt distributive, égalitariste. Alors, du côté rectificateur, en effet, le principe pollueur-payeur, il est bien connu, souvent défendu, même par les activistes, et il repose sur une intuition fondamentale. Et ça, je pense que c'est un point important. On le présente souvent comme un principe économique, l'idée qu'il faut internaliser les externalités négatives, mais c'est fondamentalement aussi un principe éthique. C'est l'idée que quand on est responsable causalement d'un phénomène qui n'est pas désirable, on devrait en assumer la responsabilité morale, la responsabilité d'y remédier. Toutefois, le problème avec ce principe, c'est qu'il ne tient pas compte de toutes nos intuitions morales les plus communément partagées auxquelles on tient, et notamment en termes d'égalité ou de justice distributive. Par exemple, si on pense au fait que certaines personnes, faute de ressources, n'ont pas d'autre choix que d'émettre des gaz à effet de serre pour satisfaire leurs besoins de base. Et donc c'est là qu'il est important, je pense, de limiter le principe pollueur-payeur et de le compléter par un autre principe, un principe de solidarité. Et ici, disons, les gouvernements, qu'ils soient nationaux ou locaux, ou même plus que nationaux, ont un rôle essentiel à jouer à travers cette idée en fait très simple de principe de solidarité qui dit, quel que soit son niveau d'émission, si on est plus riche ou si on a davantage de technologies pour mettre en œuvre la transition, alors on a donc plus de capacité à le faire et ainsi une plus grande responsabilité pour le faire. Merci Pierre-André. Et sur cette question de pollueur-payeur, vous voulez peut-être un rebond ou on poursuit la discussion. Kevin, Jean, ouais, je vous vois prendre votre micro. Un rebond rapide du coup. Un rebond rapide, non, mais rajouter toujours avec la question, encore une fois, payeur et la question des coûts, de toujours penser également qu'on peut mettre dans la balance également des bénéfices. Et une des leçons qu'on a apprises de la littérature internationale, toujours sur les coûts et les bénéfices de ces politiques de neutralité carbone, c'est que quand on regarde les analyses coûts-bénéfices qui sont disponibles et qui comparent les coûts des politiques de réduction des gaz à effet de serre aux bénéfices, en prenant en compte les bénéfices pour la santé, on se rend compte qu'une très large majorité de ces études nous disent que les bénéfices pour la santé, une fois qu'on les a mis dans la balance, excèdent les coûts de mise en œuvre des politiques. Donc on a vu, et Vincent Viguier l'a dit tout à l'heure, on sait que le coût de l'action climatique coûte moins cher que de ne rien faire. Quand on met la santé dans la balance, on se rend compte que les bénéfices ici et maintenant de l'action climatique permettent d'excéder les coûts de mise en œuvre de politique. Et ça, c'est un message, encore une fois, qui est pas encore assez diffusé à mon sens. Merci. Est-ce qu'une main se lève dans la salle des fêtes de la mairie de Paris? Moi, j'ai une question. Alors, elle est longue en ligne, mais je vais donc la lire. Et pardonnez-moi d'avance. Elle est pour vous, je crois, Annabelle. Pour le CEREMA, comment s'articulent les participations locales en dehors des élus et les éventuelles gouvernances démocratiques dans les projets d'adaptation du CEREMA? Est-ce que ces participations démocratiques des populations locales pourraient permettre de diluer la frilosité de certains élus à investir dans des projets d'adaptation pour des questions électorales? Peut-être que, alors si vous voulez, peut-être qu'avec mes mots, en gros, est-ce que dans vos programmes, vous touchez aussi les citoyens et vous développez des problèmes de concertation directement avec les citoyens? Et en gros, et là c'est vraiment avec mes mots, on prend comme ça en tenaille certains élus frileux. Ils ne le sont réellement pas tous pour le coup. Alors, il y a effectivement des élus frileux, mais en tout cas, ce n'est pas notre rôle d'aller chercher leur population et leurs concitoyens pour, on va dire, les réveiller d'une certaine manière, ou en tout cas, leur faire comprendre un certain nombre de concepts. Quand il y a une méconnaissance, justement, c'est ça aussi l'implication du CEREMA, c'est de manière aussi pédagogique, donner vraiment toutes les clés et tous les outils, justement, pour que les élus s'impliquent. Après, on n'est pas des militants écologiques, on n'est pas des
militants de l'adaptation au changement climatique, on est des experts en fait. On reste bien sûr dans notre rôle, et notre rôle c'est justement de donner ces outils. Après, le CEREMA, dans sa mission aussi de diffusion des connaissances, et on joue beaucoup là-dessus en réalité, par exemple, on est animateur du centre de ressources de l'adaptation au changement climatique, aux côtés de l'ADEME et de Météo France. Et en tout cas, sur cette plateforme, les citoyens vont retrouver des informations scientifiques fiabilisées et également des outils de réflexion. Donc voilà, ils peuvent s'en emparer justement pour saisir leur politique. Voilà. Mais on ne va pas les mettre en confrontation ou faire ce genre de montage, mais en tout cas, on donne toutes les clés à chacun, à chaque public. On n'est pas les seuls à le faire, justement pour cette prise de conscience et cette action collective qui doit se faire effectivement main dans la main. Mais quelque part, j'entends votre propos aussi comme une invitation pour les citoyens, pour les associations de citoyens, d'aller voir tout ce que vous mettez en ligne de manière publique, de manière claire, et de s'en emparer et puis d'essayer de faire bouger. Ça, c'est... une question dans la salle? Oui, il y a une main levée, madame, oui. Oui, bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. En tant que spécialiste de santé publique, je suis ravie de la teneur de ces échanges. Donc, je m'appelle Sylvie Platel, je travaille dans une ONG de défense de l'environnement qui s'appelle Women Engaged for a Common Future, WECF. Et je voulais juste dire qu'effectivement, on a évoqué toutes les questions de vulnérabilité, toute la nécessité de prendre en compte les populations vulnérables. Et je me prête à votre jeu, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est la question du genre, le mot genre, et on sait que les femmes enceintes sont les plus impactées par le dérèglement climatique. Donc je voulais juste apporter ce petit point. Merci madame, mais c'est un petit point qui peut être formulé sous forme de question. La question du genre, elle s'intègre aussi dans le plan climat à Paris, d'Anne-Lert? Oui, alors on a essayé de penser... l'enjeu du nouveau plan climat de la ville de Paris, c'est de préserver la possibilité d'habiter et de vivre à Paris dans les prochaines années et de protéger les Parisiens les plus vulnérables, que sont en général les populations les plus pauvres, mais aussi les enfants, les personnes âgées, les personnes malades chroniques, et aussi, par exemple, les femmes enceintes. Et donc, dans le nouveau plan climat de la ville, en lien avec ma collègue qui est en charge des questions de santé, on aurait souhaité faire des PMI de la ville de Paris, donc qui accueillent les femmes enceintes et puis aussi dans la petite enfance les enfants à Paris, des lieux refuges aussi, des lieux refuges en termes de protection par exemple face à la chaleur dans les périodes caniculaires. Donc on a eu ce type de réponse, je ne sais pas si ça répond complètement à votre attention au genre, mais en tout cas on s'est posé la question du genre dans finalement les politiques d'adaptation de notre territoire face aux effets du réchauffement climatique. Merci d'Anne-Lert. Si une autre question se pose, surtout n'hésitez pas à lever la main. Oui, derrière vous, madame, oui, vous avez une question. Monsieur. Merci pour toutes ces interventions très riches. Je voulais simplement savoir comment fonctionnait. J'ai beaucoup connu à un moment l'ONERC, l'Observatoire des effets du réchauffement climatique, et je voulais savoir comment fonctionne le CEREMA, pratiquement avec quelle collectivité, comment il travaille avec une collectivité de façon plus précise. Merci. C'est une invitation à être très concrète. Oui, très concrète. Alors, le CEREMA travaille de manière très variée, effectivement, avec les collectivités, selon les problématiques et ce sur quoi elles font appel au CEREMA. Alors, plus précisément, on va dire dans des stratégies d'adaptation au changement climatique, le CEREMA, l'an passé, a mis en place un programme qui s'appelle Territoire engagé pour le climat de demain, donc avec l'idée justement de préparer le territoire à une trajectoire à plus 4 degrés en lien avec le plan national d'adaptation au changement climatique et bien sûr les études de l'ONERC. Et en fait, ce programme, il est pour l'instant dédié aux
collectivités adhérentes du CEREMA, puisque le CEREMA est un établissement public qui est maintenant partagé entre l'État et les collectivités qui adhèrent. Il y a plus de 1000 collectivités, on en avait une tout à l'heure d'ailleurs qui témoignait. Et donc, en fait, on va, par exemple, dans le cadre de ce programme, faire des diagnostics de vulnérabilité à l'échelle du territoire pertinent de la collectivité, et ensuite accentuer sur des expertises qu'on va déployer à la fois sur différents aspects. Ça va être les bâtiments, les mobilités, ça va être en fonction des risques qui seront sur le territoire, ou alors faire un focus sur une dimension particulière que la collectivité souhaite mettre en place sur l'adaptation au changement climatique. Le tout, bien sûr, avec aussi des processus participatifs de concertation également élargis, et des outils aussi qu'on donne dès le départ et dès le diagnostic à la collectivité pour pouvoir aller concerter et travailler aussi avec les parties prenantes du territoire, pas seulement les habitants. Donc l'exemple que je prends là, c'est dans les démarches aussi du CEREMA, d'avoir le plus d'impact possible pour le plus de collectivités à travers justement des programmes sur lesquels nous, en permanence, on fait de la capitalisation, du retour d'expérience et ensuite de la diffusion massive de ce qu'on apprend dans l'accompagnement qu'on fait auprès d'un territoire pour le donner en inspiration, ou en tout cas en méthode de référence pour d'autres territoires qui se saisissent des compétences du CEREMA, ou ensuite, et on espère par la suite, d'un maximum de bureaux d'études. Ça veut dire qu'on aura bien fait notre travail. Merci Annabelle Ferry. Nous nous dirigeons vers la fin de cette discussion. Je prends juste une toute dernière question en ligne. Une question autour de la gentrification verte. On est dans les concepts aussi, dans les projets d'adaptation. Comment faire pour que les aménagements ou mesures proposées ne mènent pas à un phénomène de gentrification verte? C'est une question d'Emma sur le chat. Alors cette question de gentrification, qui veut commencer à tirer un peu le fil? Je vois frileux. Danler peut-être? Oui, enfin, il y a plusieurs façons, on va dire, de lutter contre ce phénomène de gentrification. Une première façon, c'est que par exemple, moi je suis élu d'un arrondissement, du 19e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus populaire de Paris. Il y a 45% de logements sociaux dans cet arrondissement, qui logent les classes populaires et qui logent aussi les classes moyennes dans ce logement social. Une façon de préserver la possibilité d'habiter et de vivre à Paris, c'est par exemple l'isolation massive, l'intervention massive, le soutien public financier massif pour aider les bailleurs sociaux de la ville de Paris à isoler tous ces bâtiments qui en ont bien besoin. Et donc c'est une façon aussi, en maintenant dans ces logements la possibilité d'y habiter et d'y vivre, de ne pas payer des factures énergétiques, de pouvoir y rester l'été même quand il fait très chaud. C'est une façon aussi d'avoir une politique très inclusive et de finalement garder un peu l'identité sociale de notre ville. Donc il y a beaucoup de façons d'éviter ce phénomène de gentrification. C'est vrai que quand on améliore l'espace public, par exemple quand on développe la gratuité des transports en commun à Paris pour les jeunes ou pour les personnes qui en ont besoin, c'est aussi une façon de permettre à ces populations de ne pas avoir à choisir entre payer son titre de transport, les fournitures scolaires pour les familles, le chauffage en fin de mois ou payer sa santé ou sa mutuelle. Donc c'est des façons aussi d'intervenir en soutien pour permettre effectivement. Mais c'est vrai que ça peut produire, on voit dans certains quartiers, quand on améliore les choses, on voit d'un coup dans le parc résidentiel privé les loyers qui montent, ou en tout cas le prix au mètre carré qui monte. Et il faut avoir des politiques qui permettent de contrecarrer, je dirais, cet effet collatéral des politiques de transition écologique qu'on mène à Paris. Oui, parce que ça renvoie aussi à l'autre question, c'est oui d'accord, mais on fait quoi dans ces cas-là? Il faut bien commencer à agir, à s'adapter. On l'a vu dans la ville de Reims par exemple, comme dans pas mal de villes d'ailleurs, l'hyper-centre-ville est déserté par les plus aisés. Et au final, oui, il va falloir quand même s'y attaquer, quitte à créer une sorte de gentrification verte. Mais comment faire pour l'éviter? Toute dernière question, c'est mon petit jeu de la question très très courte, très facile à dire pour moi, beaucoup plus compliqué pour vous d'y répondre. Si vous deviez poser une condition essentielle, j'en veux qu'une, pour qu'une politique climat soit juste, ce serait laquelle? Pierre-André, est-ce que vous voudriez vous lancer? Oui.
Ça me permet d'évoquer quelque chose, un aspect de la justice dont on n'a pas parlé, hein, mais disons participation. Hein, le fait que les plus affectés, enfin toutes les personnes affectées, et notamment les plus affectées par les décisions et les politiques publiques, et voix au chapitre, soient prises en compte dans les décisions politiques, ça me semble être un bon garde-fou contre des politiques inéquitables et injustes. Participation, merci Pierre-André. Dan Lert ? Je dirais que pour qu'une politique climat soit juste, il faut qu'elle soit faite avec et pour les publics concernés. Ce qu'on a essayé de faire à Paris, par exemple, on a essayé de penser notre stratégie de lutte contre le changement climatique avec les syndicats de salariés. Pourquoi les syndicats de salariés ? Parce que les personnes qui se retrouvent à travailler à la rue pendant les périodes caniculaires, ce sont par exemple les ouvriers du BTP qui vont aller rénover tous les bâtiments à Paris. Donc on essaie de penser avec les syndicats comment est-ce qu'on peut continuer à vivre à Paris et à travailler à Paris dans les conditions où le régime climatique a changé. Et pareil sur la lutte contre, par exemple, le recours à la climatisation individuelle pour éviter un réchauffement de l'air extérieur. C'est très inégalitaire la question de la climatisation. Et donc on va essayer de penser avec ces publics-là, par exemple les représentants syndicaux de ces professions-là, pour trouver des solutions et s'engager ensemble pour lutter contre le changement climatique. Merci Dan Lert. Kevin Jean. Je me suis fait un peu voler le mot par Pierre-André. Je voulais choisir dans la même idée. Sachant que Dan Lert y est aussi sur la participation. Voilà, toujours la participation. Un exemple pour moi, c'est qu'on a entendu, on l'entend souvent, que la population ne serait pas prête à des mesures de sobriété ou ne serait pas prête à des mesures de régulation, des mesures restrictives. Quand on compare les mesures proposées par des conventions citoyennes qui ont été réunies dans plusieurs pays européens aux mesures gouvernementales en vue de la neutralité carbone, les mesures prises par des conventions citoyennes, comme on a été organisé à plusieurs endroits, je crois que le chiffre est entre 3 et 6, sont 3 à 6 fois plus prônes à proposer des mesures de sobriété ou des mesures de régulation quand ce sont des citoyens informés qui décident. Ce qui montre en creux que le processus politique actuel ne laisse pas la place à développer ces idées. Et donc voilà, des mesures une gouvernance, des mesures une décision plus partagée, plus participative, à mon avis, est une réponse à cet épouvantail qu'on lance trop souvent le syndrome des gilets jaunes, le refus de politique climatique. Donc je note que votre mot c'est plutôt écoute en fait. L'écoute de ce qui peut sortir aussi. Oui, ou la participation active plus que l'écoute. Annabelle Ferry. Alors moi je prendrais le terme d'acceptabilité. Parce que justement, il va prendre en compte à la fois finalement la justice sociale, l'équité, qui passe par la participation, la mise en place de gouvernance également pour mettre en place ces politiques, et une attention particulière à avoir, c'est justement sur les publics fragiles, précaires ou plus marginalisés qui n'ont pas voix au chapitre finalement dans la participation à l'heure actuelle. Donc il y a de nouvelles méthodes aussi de participation et d'écoute qui sont absolument indispensables puisque, comme on l'a dit, il faut traiter, on va dire, le sujet de l'adaptation d'abord en pensant à ces publics pour ne pas passer à côté et en tout cas exacerber ces inégalités. Et donc voilà, il y a une attention particulière à avoir là-dessus et l'acceptabilité sera vraiment la clé des politiques d'adaptation qui vont connaître des hauts, des bas bien sûr et un chemin assez long, mais on fait tout pour l'accélérer évidemment. Merci Annabelle Ferry. Moi je retiens qu'une politique climatique ne peut plus être pensée indépendamment des enjeux sociaux. C'est ce qu'on a vu pendant toute cette heure passée ensemble. Je retiens que l'adaptation doit se faire avec les territoires, les habitants et pas seulement pour eux. Il faut le faire avec. Et qu'en croisant les regards, là on l'a encore vu, l'éthique, la technique, le sanitaire, le politique, on peut construire des trajectoires non seulement plus juste, mais aussi plus efficace et mieux accepté. Donc je vous remercie tous les quatre d'avoir joué le jeu de cette conversation. Je vous remercie tous d'avoir joué le jeu de cette conversation. Merci.